Miami. Fin des années 70. La ville du soleil est devenue, du jour au lendemain, l'épicentre d'une guerre brutale. Une guerre qui, au début, ne faisait pas la une des journaux, mais qui ne tarda pas à ensanglanter les plages et les rues bondées de touristes. C'était le scénario parfait. Des kilomètres de côtes sans surveillance, une économie fragile et une corruption qui s'infiltrait des bureaux du gouvernement jusqu'aux ruelles les plus sombres. C'est là que les narcotrafiquants ont vu une opportunité. Et ils ne l'ont pas laissé passer. Ils ont transformé Miami en capitale mondiale de la cocaïne, un endroit où la vie pouvait valoir moins qu'un chargement perdu. Dans ce documentaire, nous allons plonger dans l'histoire de l'invasion des cartels de la drogue à Miami dans les années 80. Une histoire d'argent, de pouvoir, de trahison et d'une violence qui semblait ne jamais finir. Mais avant de plonger dans ce récit sombre, imagine ceci. Un monde où les rues de Miami, aujourd'hui remplies de touristes et de luxe, étaient un champ de bataille silencieux. Un lieu où les transactions de plusieurs millions de dollars se scellaient dans le sang et où la violence était aussi ordinaire que le bruit des vagues. Ce que vous allez voir n'est pas de la fiction. C'est un portrait cru de la manière dont le rêve américain a été pris en otage par la poudre blanche des cartels latino-américains. Attachez votre ceinture. L'histoire de l'invasion des narcos à Miami commence maintenant. Dans les années 70 et 80, Miami est devenu l'épicentre d'une guerre brutale. Une guerre alimentée par la cocaïne et l'argent facile, où les rues vibraient au rythme des balles. Les cartels de la drogue, dirigés par le redoutable clan de Medellín en Colombie, ont déchaîné une vague de terreur dans une ville qui, ironiquement, est aujourd'hui un symbole de luxe et de tourisme. Pour contrôler un marché valant des milliards de dollars, les narcos ont fait l'impensable. Fusillades en plein jour, mitraillettes dans les centres commerciaux et un mépris total pour les vies innocentes. La violence était endémique. La drogue d'abord la marijuana, puis la cocaïne inondait Miami à un rythme jamais vu. Dans les années 80, la ville a gagné un nouveau titre, capitale mondiale de la drogue. Mais comment cela a-t-il été possible? Comment des trafiquants sud-américains ont-ils pu prendre le contrôle de cette région des États-Unis? La réponse est aussi complexe que sanglante. Dans ce documentaire, nous allons percer les secrets de l'une des périodes les plus sombres et les plus surréalistes de l'histoire américaine, la guerre de la drogue à Miami dans les années 80. Une époque marquée par une violence sans limite, mais aussi immortalisée dans la culture populaire grâce à des œuvres comme la série Miami Vice, le film Scarface ou le jeu vidéo Grand Theft Auto, Vice City. Préparez-vous à découvrir comment le rêve américain a été détourné par la poudre blanche et comment une ville entière a tenté de retrouver son âme. L'histoire du narcotrafic à Miami ne commence pas dans les années 70 ni dans les années 80. En réalité, ses racines remontent bien plus loin. Depuis des décennies, le sud de la Floride est un aimant pour toutes sortes d'activités illégales. Sa position géographique baignée par le golfe du Mexique, l'Atlantique et le détroit de Floride en a fait un point stratégique, non seulement pour le commerce et le tourisme, mais aussi pour la contrebande. Avec la plus longue côte des États-Unis, la Floride a longtemps été une porte ouverte pour les pirates et les trafiquants, qui y voyaient une route idéale pour leurs affaires clandestines. Mais inutile de remonter jusqu'à l'époque des flibustiers. Dans ce récit, nous allons nous concentrer sur le XXe siècle, en commençant par une date clé, le 17 janvier 1920. Ce jour-là, les États-Unis ont entamé l'une des périodes les plus chaotiques de leur histoire, la Prohibition. La Prohibition, initiée en 1920, visait à éradiquer la consommation d'alcool afin de lutter contre le problème croissant de l'alcoolisme dans le pays. Pendant plus de 10 ans, la production, la vente et la consommation de boissons alcoolisées furent strictement interdites. Mais la loi eut un effet inattendu. Au lieu de mettre fin au vice, elle le relégua dans l'ombre. Et aucune région des États-Unis n'incarna mieux cette rébellion que la Floride. Avec ses côtes interminables et un système de surveillance presque inexistant, l'État est rapidement devenu un paradis pour les bootleggers, ces contrebandiers d'alcool qui firent fortune en sillonnant ces eaux chargées de rhum et de whisky. L'illégalité ne se limitait pas à l'alcool. Jeux d'argent, prostitution, corruption politique, tout prospérait dans une Floride qui semblait vivre en dehors de toute règle. À la fin des années 20, même l'un des noms les plus redoutés du crime organisé décida de s'y installer, Al Capone.
Son arrivée à Miami symbolisait à elle seule l'état de non-droit qui régnait alors dans la région. Au sommet de la prohibition, les bars clandestins se multipliaient à Miami. Ces établissements n'offraient pas seulement de l'alcool illégal. Ils glorifiaient ouvertement le commerce illicite de production, de transport et de vente de boissons. Les contrebandiers, loin de se cacher, exhibaient fièrement leur cargaison de rhum et de whisky, défiant les autorités bouteille après bouteille. Miami gagna alors un surnom évocateur, le Far West. Un territoire où l'alcool coulait librement et où les fusillades entre gangs rivaux, trafiquants et policiers étaient aussi fréquentes que les couchers de soleil sur South Beach. Une anecdote illustre bien la violence de l'époque. En avril 1932, 5 agents de la Prohibition tentèrent de perquisitionner un restaurant à Miami Beach servant clandestinement de l'alcool. La résistance fut telle que les agents durent se retrancher à l'intérieur de l'établissement et appeler des renforts. À l'extérieur, des clients furieux crevèrent les pneus de leur voiture de service. La Prohibition transforma la Floride en théâtre d'une des plus longues périodes d'anarchie et de débauche de l'histoire américaine. Aucun autre État ne méprisa autant la loi sèche que le Sunshine State. Cette réputation d'anarchie ne fut qu'un avant-goût des futures guerres contre le commerce de substances illégales. En 1933, après 14 années de prohibition, les États-Unis légalisèrent à nouveau l'alcool. À ce moment-là, Al Capone était déjà en prison et son empire criminel s'effondrait. Cependant, son passage à Miami Beach, dès 1928, laissa une empreinte indélébile. Scarface transforma la manière dont le crime organisé percevait la Floride, non seulement comme un refuge tropical, mais aussi comme un terrain fertile pour les affaires illicites. Inspiré par son exemple, d'autres mafieux suivirent ses traces. L'un des plus influents fut Meyer Lansky, une figure clé du crime organisé américain et associé de Lucky Luciano. Sa spécialité, c'était le jeu. Lansky bâtit un empire de casinos qui s'étendait de Los Angeles aux Bahamas, en passant par Cuba et bien sûr, le sud de la Floride. Il arriva dans la région pendant le boom des paris dans les années 30 et transforma rapidement l'endroit en un centre névralgique pour ses opérations. Dans le sud de la Floride, les affaires de Meyer Lansky prospérèrent pendant des années, mais cette tranquillité ne dura pas. La pression croissante du gouvernement fédéral força le mafieux à diversifier ses activités. Avec son organisation, Lansky transféra une partie de ses intérêts vers les courses de chevaux et les paris sportifs, tout en conservant son influence dans l'État. Cependant, à la fin des années 40, il traversa le golfe du Mexique et trouva un nouveau paradis à Cuba, où il fut accueilli à bras ouverts par le président de l'époque, Fulgencio Batista. L'arrivée de Lansky ouvrit la voie à d'autres chefs mafieux venus du nord des États-Unis. Attirés par le climat tropical et les opportunités économiques, beaucoup établirent leur base en Floride. Cette tendance se consolida dans les années 1950, 60 et 70, au moment où la mafia italo-américaine atteignait son apogée. À New York, les célèbres 5 familles Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese et Lucchese régnaient d'une main de fer, faisant de la ville la plus violente du pays. Avec le temps, ces organisations commencèrent à s'effondrer. Les opérations fédérales des années 80 démantelèrent une grande partie de leur structure, et New York put retrouver un semblant de paix. Mais pendant ce temps, dans le sud, une autre tempête se préparait, une guerre pour le contrôle de la cocaïne qui allait transformer Miami en un nouveau champ de bataille. Avant de devenir un théâtre de violence sans précédent dans les années 80, Miami était une ville paisible, presque endormie. Un endroit modeste, sans les gratte-ciel qui dominent aujourd'hui son horizon, et avec un centre-ville peu animé, habité en grande partie par des retraités. Mais en 1975, un événement inattendu allait tout changer. Après l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro et l'échec de l'invasion de la baie des Cochons dans les années 60, des milliers d'exilés cubains s'étaient installés à Miami. Beaucoup d'entre eux trouvèrent un emploi stable et prospère dans l'industrie de la pêche. Cependant, cet équilibre fut brutalement rompu lorsque les autorités des Bahamas interdirent aux pêcheurs cubains de pêcher dans leurs eaux. Du jour au lendemain, des centaines de familles se retrouvèrent sans revenus. Face au désespoir, beaucoup durent chercher de nouvelles sources de subsistance. Et c'est ainsi que certains commencèrent à participer au florissant trafic de marijuana, utilisant leurs bateaux pour transporter des cargaisons depuis l'Amérique latine jusqu'aux côtes de Floride.
et c'est là que les véritables ennuis commencèrent. Avec leurs bateaux de pêche, de nombreux réfugiés cubains devinrent des acteurs clés du trafic de marijuana en provenance d'Amérique latine. L'opération était simple, efficace et pratiquement invisible. Ils chargeaient de grandes quantités de drogue sur leurs embarcations rapides, traversaient les Caraïbes jusqu'aux côtes du sud de la Floride, puis déchargeaient la marchandise sans être inquiétés. La surveillance côtière était si faible que les trafiquants entraient aux États-Unis comme dans leur propre jardin. Lorsque les autorités parvenaient à intercepter un chargement, les chiffres étaient stupéfiants. Des bateaux transportant jusqu'à 40 tonnes de marijuana. Avec le temps, Miami fut submergée par la drogue. L'offre dépassait tellement la demande que les prix s'effondrèrent, et dans ce vide apparut une nouvelle substance. Plus petite, plus chère, plus addictive, la cocaïne. Au début, la cocaïne arrivait en petite quantité, dissimulée dans des valises ou des compartiments secrets. Mais très vite, cette poudre blanche allait transformer à jamais le visage de la ville. La cocaïne était différente, bien plus chère, bien plus addictive et bien plus dangereuse. C'est cette substance qui allait déclencher l'étincelle de la guerre de la drogue à Miami. Vers le milieu des années 70, les autorités locales faisaient face à deux types de trafic. La marijuana, qu'elles arrivaient à intercepter en grande quantité, et la cocaïne, bien plus difficile à repérer. La majeure partie de la cocaïne provenait de Colombie, plus précisément de Medellín, où opéraient certains des cartels les plus puissants du monde. Parmi eux, des figures légendaires comme Pablo Escobar et Fabio Ochoa Restrepo, véritables parrains du commerce de la drogue à cette époque. Au début, le marché de la cocaïne à Miami était contrôlé par le crime organisé cubain. Il jouait le rôle d'intermédiaire entre les cartels colombiens qui expédiaient la drogue en bloc et le marché américain. Des noms comme les frères Falcón et Sal Magluta devinrent célèbres. Ces contrebandiers géraient un trafic évalué à plus de 2 milliards de dollars, transportant des tonnes de cocaïne depuis la Colombie. Mais les Colombiens ne voulaient pas être seulement producteurs. Ils en voulaient plus. Ils voulaient le contrôle total du commerce et étaient prêts à tout pour l'obtenir. Très vite, les cartels colombiens comprirent une chose essentielle. Ils laissaient entre les mains des intermédiaires cubains une part trop importante de leurs bénéfices. La solution fut simple et brutale, les éliminer du circuit. Vers la fin des années 70, les trafiquants colombiens prirent le contrôle de la distribution à Miami, évincèrent les Cubains et consolidèrent leur domination sur la ville. L'un des hommes les plus influents de cette nouvelle ère fut Rafael Cardona Salazar, surnommé Rafa. Membre clé du cartel de Medellín, Rafa supervisait le raffinage et l'expédition de la majorité de la cocaïne entrant aux États-Unis. À ses côtés se trouvait Max Mermelstein, un contrebandier américain devenu partenaire stratégique. Ensemble, ils mirent en place un réseau permettant le transport massif de cocaïne de la Colombie jusqu'aux côtes de la Floride. Dans leur cercle d'affaires figuraient des noms aujourd'hui synonymes de terreur: Pablo Escobar, les frères Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha et Carlos Leider. Avec le temps, la logistique évolua radicalement. La cocaïne ne voyageait plus dissimulée dans des valises. Elle arrivait désormais à bord d'avions cargo et de navires chargés de tonnes de poudre blanche. Les quantités étaient si colossales que les autorités américaines, complètement dépassées, ne parvenaient presque plus à réagir. Au départ, les cargaisons de cocaïne étaient relativement petites, à peine 1 ou 2 kilos par envoi. Mais en quelques années, les chiffres explosèrent. 1 tonne, puis 10. Les avions et bateaux venus de Medellín transportaient une avalanche de poudre blanche qui inonda Miami, et, de là, se propagea comme une peste dans tout l'est des États-Unis. La cocaïne devint à la mode. C'était la drogue des riches, des cadres, des boîtes de nuit les plus exclusives. À la fin des années 70, près de 5 millions d'Américains en consommaient chaque mois. La demande était insatiable. Ce flux incessant de drogue transforma l'économie de Miami. Du jour au lendemain, la ville passa d'un coin endormi à une véritable fourmilière d'argent sale. Les narcotrafiquants blanchissaient leur fortune à travers des entreprises légales. Bijouterie, concession de voitures de luxe, clubs nocturnes. On estime qu'à cette époque, environ 80 milliards de dollars circulaient chaque année dans l'économie souterraine de Miami. Avec l'essor de la cocaïne, la vie nocturne de Miami explosa. Les clubs financés par l'argent de la drogue se multiplièrent, et les narcos y exhibaient leur pouvoir avec une ostentation obscène.
des Rolex étincelantes, des bagues en diamant, des bouteilles d'alcool à des prix exorbitants. Certains pouvaient avoir sur eux 50 000 ou même 100 000 dollars en liquide, comme s'il s'agissait de simples billets de poche. Parmi tous les clubs, un dominait les autres, le Mutiny. Surnommé l'Hôtel Scarface, il devint le centre névralgique du crime à Miami. C'est là que les trafiquants concluaient des accords à plusieurs millions de dollars tout en côtoyant des célébrités comme le musicien Rick James, l'acteur Philip Michael Thomas de Miami Vice ou encore des joueurs des Miami Dolphins. La légende raconte que le Babylon Club, dans le film Scarface, s'est inspiré directement du Mutiny. Le commerce de la cocaïne ne fit pas qu'enrichir les narcos. Il leur permit aussi d'acquérir des villas de luxe, des voitures exotiques et des propriétés dans toute la ville. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans la corruption qui imprégnait tout le système. Policiers, avocats, juges, beaucoup acceptaient des pots de vin, permettant ainsi au cartel d'agir en toute impunité. Jusqu'à ce qu'un seul événement fasse tout basculer. Un bain de sang qui allait transformer Miami en véritable champ de bataille. 1979 marqua un tournant dans l'histoire criminelle de Miami. Le trafic de drogue n'était plus le seul problème. La ville sombrait désormais dans une vague d'assassinats. À la fin des années 70, les cadavres commencèrent à apparaître partout dans la ville et ses environs. La plupart étaient de jeunes hispaniques, victimes directes de règlements de compte entre cartels rivaux. Ces crimes furent le déclencheur d'une guerre sans merci pour le contrôle du marché de la cocaïne. Tout commença le 11 juillet 1979, dans le centre commercial d'Adland, à Miami. Ce jour-là, 2 sicaires du cartel colombien firent irruption dans une boutique d'alcool et criblèrent de balles un trafiquant rival ainsi que son garde du corps. En plein jour, avec des armes automatiques et une froideur glaçante. En quelques secondes, 60 balles transpercèrent les murs et les corps. 2 passants furent blessés tandis que les assassins, en fuite, tiraient sans pitié sur quiconque se trouvait sur leur route. Quelques heures après la fusillade, à moins d'1 kilomètre de la scène du crime, la police retrouva le véhicule des tueurs. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur les glaça d'effroi. Ce n'était pas une simple fourgonnette. C'était un véritable véhicule blindé, renforcé avec des plaques d'acier, doté de meurtrières pour tirer de l'intérieur, rempli d'armes automatiques, de gilets pare-balles et de caisses de munitions. À cet instant, les autorités comprirent l'ampleur de l'ennemi auquel elles faisaient face. Les narcotrafiquants n'étaient pas de simples criminels. Ils étaient mieux armés, mieux organisés et considéraient déjà Miami comme leur terrain de guerre. La fusillade sanglante et la découverte de cet arsenal firent le tour du pays. Les médias nationaux leur donnèrent un surnom resté dans l'histoire, les « Cocaine Cowboys ». Qui étaient ces « Cocaine Cowboys » ? Majoritairement des Colombiens, souvent en situation irrégulière, envoyés en Floride pour transporter des cargaisons de drogue ou régler des comptes à coups de feu et de sang. Le massacre de Dadland ne fut que le début. Dans les mois qui suivirent, les assassinats de type exécution se multiplièrent à travers toute la ville. La police, en infériorité numérique et logistique, peinait à contenir l'avalanche de violence qui s'abattait sur Miami. Pendant que le cartel de Medellín consolidait son emprise sur le commerce de la drogue à Miami, la violence montait en flèche, de façon incontrôlable. Le commerce de la cocaïne était aussi lucratif que mortel. Il suffisait d'un soupçon de trahison ou d'un chargement perdu pour que les rues se teintent de sang. Avec des millions de dollars en jeu, appuyer sur la gâchette était plus facile que perdre une vente. Le résultat fut une explosion d'homicides qui transforma Miami, dans les années 80, en la ville la plus dangereuse des États-Unis. Les rivalités entre cartels ne faisaient pas que nourrir le chaos. Elles allumaient une guerre à grande échelle. Et au cœur de cette guerre, il n'y avait pas un capot traditionnel, mais une femme, Griselda Blanco. Élevée dans les quartiers les plus rudes de Medellín, Blanco commença sa carrière criminelle comme pickpocket et braqueuse de banque. Mais son ambition la mena bien plus loin. Elle devint l'une des pionnières du trafic de cocaïne, jusqu'à devenir l'une des figures les plus redoutées de la scène criminelle de Miami. Dans les années 80, Griselda Blanco était bien plus qu'une trafiquante. Elle était l'architecte d'un empire fondé sur le sang et la poudre blanche. Griselda Blanco travaillait en étroite collaboration avec le cartel de Medellín, assurant un flux constant de cocaïne vers les États-Unis. Grâce à ces opérations,
Des tonnes de poudre blanche inondèrent le pays, facilitant également l'expansion de l'empire de Pablo Escobar sur le sol américain. Surnommée la « marraine de la cocaïne », Blanco était le cerveau de la structure qui fit de Miami la capitale mondiale de la drogue. Son arrivée en Floride ne changea pas seulement les règles du jeu, elle alluma l'étincelle d'une guerre sanglante. On lui attribue plus de 250 assassinats. Pour elle, l'argent passait avant la loyauté. Elle n'hésitait pas à ordonner des exécutions, qu'il s'agisse de rivaux, d'associés ou même de ses propres maris. Son premier grand bain de sang à Miami fut le massacre du centre commercial d'Adeland en juillet 1979, l'incident qui déclencha la guerre de la drogue. Dès lors, la violence devint une routine. Bon nombre de ses sicaires appliquaient une méthode terrifiante, tirer en public, en plein jour, sans se soucier des victimes collatérales. Dans les années les plus sombres de la guerre de la drogue, personne n'était en sécurité. Les balles sifflaient lors des règlements de compte en plein jour, sans distinction entre narcos et passants. Même les enfants tombaient sous les tirs croisés. Les tueurs à gages de Griselda Blanco, tout comme les exécuteurs des autres cartels, ne montraient aucun respect pour les vies innocentes. C'est durant cette période que la « marraine de la cocaïne » introduisit une méthode d'assassinat aussi efficace qu'effrayante, le tueur à moto. La technique était simple et létale. 2 hommes sur une moto s'approchaient de leur cible au milieu de la circulation, vidaient leur chargeur sans s'arrêter et disparaissaient à toute vitesse dans les rues de Miami. La ville devint un véritable terrain de chasse. Pour la police, la situation était un labyrinthe sans issue. Les criminels utilisaient de fausses identités et une multitude d'alias, rendant presque impossible le traçage des auteurs des meurtres. Dans de nombreux cas, les victimes elles-mêmes restaient non identifiées, la plupart étant sans papier. Et alors que la situation semblait déjà hors de contrôle, survint l'exode de Mariel. En 1980, Fidel Castro ouvrit les frontières de Cuba et permit à des milliers d'indésirables de quitter l'île. Dissidents politiques, criminels dangereux, meurtriers, violeurs, tous débarquèrent sur les côtes de la Floride. À la suite de l'exode de Mariel, les rues de Miami ne furent pas seulement envahies par des immigrants désespérés, mais aussi par certains des criminels les plus impitoyables de Cuba. Tueurs, violeurs, violents de tout genre. Désormais libres dans une ville déjà étouffée par le narcotrafic, la situation ne fit qu'empirer. En 1980, le taux d'homicide à Miami doubla. La criminalité augmenta de 89%. La ville enregistra plus de 560 meurtres en une seule année, gagnant un nouveau et sinistre titre, la capitale du meurtre des États-Unis. Les cadavres s'accumulaient à un rythme tel que les morgues de Miami étaient débordées. Les autorités, impuissantes, durent louer des camions frigorifiques pour stocker l'excès de corps. Pour beaucoup, la vie dans la ville devint invivable. La police, débordée et en infériorité de moyens, peinait à réagir. Sans armes lourdes ni ressources financières, elle faisait face à des narcotrafiquants qui semblaient intouchables. Les civils non plus n'échappaient pas aux conséquences. Les fusillades entre trafiquants faisaient de nombreuses victimes innocentes dans les rues, et la population vivait désormais dans une peur constante. Certains habitants de Miami décidèrent de ne pas rester les bras croisés. Ils commencèrent à s'armer et à affronter les criminels par leurs propres moyens. La situation devint si extrême qu'à un moment donné, les civils tuaient autant de délinquants que la police elle-même. La ville s'était transformée en un véritable champ de guerre. Circuler dans les rues revenait à risquer sa vie, et personne ne semblait avoir de solution pour stopper cette spirale de violence. Jusqu'à ce que, finalement, le gouvernement fédéral décide d'intervenir. Les assassinats perpétrés par les narcos avaient fait de Miami un véritable champ de bataille. Chaque jour qui passait détériorait un peu plus l'image de la ville. Le tourisme, pilier économique de la région, s'effondra, et les médias nationaux commencèrent à évoquer Miami comme un exemple de chaos urbain. Mais au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir surgit. La création d'une unité spéciale appelée CENTAC 26. Le CENTAC 26 était une force conjointe sans précédent. Il rassemblait la DEA, la Brigade des homicides de Miami et les unités spécialisées dans le crime organisé. Sa mission était claire et ambitieuse. Éradiquer les criminels responsables de la vague d'assassinats qui ravageait la ville depuis la fin des années 70. Sur la liste des cibles
Un nom se détachait de tous les autres. Griselda Blanco. Au-delà d'une simple opération policière, le Sonntag 26 fut conçu pour combattre la gangrène du narcotrafic qui dévorait les rues de Miami. Pour affronter un ennemi aussi dangereux, le Sonntag comprit qu'il devait égaler voire surpasser sa puissance de feu. Jusqu'alors, les sicaires des cartels avaient toujours eu l'avantage lors des affrontements. Leur arme de prédilection était le Mac 10, une mitraillette capable de tirer jusqu'à 6 balles par seconde, bien supérieure au simple revolver des policiers locaux. Le Sonntag décida alors de changer les règles du jeu. Ils équipèrent leurs agents non seulement d'armes automatiques, mais de véritables mitrailleuses, prêtes pour la guerre urbaine. Avec ce nouvel arsenal, la balance commença à pencher. Un à un, les narcos commencèrent à tomber. Arrestations massives, saisies records et un climat de peur chez les criminels marquèrent le début d'une nouvelle ère. Griselda Blanco, jusqu'alors intouchable, commença à perdre ses hommes les plus loyaux. Son empire, bâti sur le sang et la cocaïne, s'effondra comme un château de cartes. Finalement, la brutalité de ses crimes attira l'attention du gouvernement fédéral et de la Maison-Blanche. La marraine de la cocaïne n'était plus seulement un problème local. Elle était devenue une cible d'État. En 1982, le président Ronald Reagan reconnut publiquement la gravité de la crise de la drogue à Miami. L'alerte fut déclenchée après une saisie historique. De la cocaïne d'une valeur de 100 millions de dollars retrouvée à l'aéroport de la ville. En réponse immédiate, un groupe de travail spécial fut créé, le South Florida Drug Task Force. Placé sous la direction du vice-président George Bush, sa mission était claire, analyser la situation et élaborer une offensive décisive contre le crime organisé dans le sud de la Floride. À partir de ce moment, la dynamique à Miami changea radicalement. Citoyens et gouvernements en avaient assez. La ville, au bord de l'effondrement, avait besoin de mesures extrêmes. Et ces mesures arrivèrent. Le gouvernement fédéral décida de mobiliser tous ses moyens. Des forces opérationnelles spéciales furent envoyées en renfort. Des troupes de l'État commencèrent à patrouiller dans les rues. La marine déploya des avions radars pour détecter les vols de contrebande, tandis que l'armée envoya des hélicoptères de combat pour soutenir les opérations terrestres. Miami se transforma en zone de guerre, mais cette fois, les narcotrafiquants n'avaient plus l'avantage. La pression implacable des autorités força Griselda Blanco, la marraine de la cocaïne, à fuir Miami en 1984 pour la Californie. Son départ marqua un tournant. Les homicides et le trafic de cocaïne dans la ville chutèrent brutalement. Mais le problème ne disparut pas. Il changea simplement de scène. Les cartels déplacèrent leur centre d'opération à Los Angeles, laissant un répit au sud de la Floride, après des années de violence. Un à un, les grands noms du narcotrafic à Miami tombèrent. Max Mermelstein, responsable d'opérations millionnaires, finit par collaborer avec le gouvernement comme informateur. George Rivi Ayala, l'un des sicaires les plus redoutés de Griselda, fut capturé. Mickey Munday, le contrebandier qui transporta plus de 38 tonnes de cocaïne depuis la Colombie, tomba lui aussi. John Roberts, qui distribua pour plus de 2 milliards de dollars de cocaïne pour le cartel de Medellín, connut le même sort, arrêté, puis devenu informateur. Et enfin, le 18 février 1985, Griselda Blanco fut arrêtée à son domicile de Los Angeles. La femme qui avait plongé Miami dans le chaos absolu voyait son empire s'effondrer. Griselda Blanco resta en prison jusqu'en 2004. Après avoir purgé sa peine, elle fut expulsée vers la Colombie, son pays natal. Mais le destin lui réservait une dernière ironie. En 2012, la marraine de la cocaïne fut assassinée à Medellín par un tueur à moto, le même mode d'exécution qu'elle avait elle-même popularisé des décennies auparavant. Avec son arrestation en 1985, la guerre de la drogue à Miami toucha à sa fin. Le sud de la Floride était enfin libéré de la violence et de la corruption qui l'avait rongé. Mais les cicatrices demeuraient. Miami devait se reconstruire à partir des cendres d'un passé marqué par le sang, la poudre blanche et une guerre sans merci. Après des années de violence implacable, Miami retrouva enfin un semblant de paix. La ville regagna en stabilité et parvint à redorer son image aux yeux du monde, attirant à nouveau touristes et investisseurs. Les commerces autrefois utilisés pour blanchir l'argent du trafic club nocturne, concessions de voitures de luxe, bijouteries fermèrent les uns après les autres, laissant place à de nouvelles opportunités. Paradoxalement,
Les milliards de dollars générés par la cocaïne contribuèrent aussi à la croissance de la ville. Une partie de cet argent finança le développement des infrastructures, et les gratte-ciels qui définissent aujourd'hui l'horizon de Miami sont les témoins silencieux de cette époque sombre. Vers la fin des années 80, Miami devint une métropole vibrante, glamour et exotique, redevenant une destination de luxe pour les voyageurs du monde entier. Mais ce calme n'était qu'en surface. Même si la violence avait fortement diminué, le trafic de drogue n'avait jamais vraiment disparu. La cocaïne continuait de circuler, discrètement, dans les ombres de la ville. Et voilà qui conclut cette histoire sur l'invasion des narcos à Miami dans les années 80. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage à travers l'une des périodes les plus sombres de la ville. Si vous avez aimé ce documentaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de le partager. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de nous aider à créer plus de contenu comme celui-ci. Souhaitez-vous que l'on approfondisse la vie de Griselda Blanco, la marraine de la cocaïne? Son histoire est aussi fascinante que troublante et pourrait bien faire l'objet d'un prochain documentaire. Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.